Bonjour Dido, Bonjour. bienvenue dans le média Aloha News. Première petite question, est-ce que tu peux te présenter? C'est toujours compliqué de se présenter. Écoute, je m'appelle Dido Lakama, je suis un Congolais d'origine, né là-bas à Kinshasa, mais j'ai grandi la plupart de mon temps ici en Occident, un peu en France, un peu en Angleterre, mais beaucoup en Belgique où j'ai fait mes études. Et après un parcours un peu chaotique, bizarroïde, basé sur la révolution, sur beaucoup de colère, l'incompréhension, je me suis dit qu'il fallait que je sois utile à quelque chose, en tout cas à ma communauté et à moi-même. Et c'est là que j'ai créé une structure qui s'appelle Échange ASVEL, qui depuis quelques années, ça fait maintenant 11 ans, on travaille beaucoup sur la cohésion sociale, l'intégration de notre communauté, sans s'effacer nous-mêmes, valoriser notre propre culture et notre identité, valoriser aussi les personnages et notre histoire et tout ce qui tourne autour de l'Afrique. Et aujourd'hui, voilà, malheureusement, on est dans un conflit, une guerre. Une guerre, c'est plutôt un massacre organisé dans mon pays où tous les belligérants viennent du monde entier, passe par l'intermédiaire d'un petit pays qui s'appelle le Rwanda, dirigé par un criminel qu'on appelle Monsieur Kagame, qui j'espère que bientôt sera accusé et en tout cas condamné pour génocide. Mais il n'est pas tout seul, bien sûr, il est accompagné de son meilleur ami, le président ougandais. Et puis eux, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, ils déstabilisent la région des Grands Lacs. Ils ont commencé à faire les coups d'État dans leur propre pays. S'en a suivi un génocide. Et puis ensuite, nous, les Congolais, tellement qu'on est gentil, on a ouvert nos portes pour accueillir tous ces gens-là qui fuyaient la guerre chez eux. Et puis aujourd'hui, on subit les conséquences parce que si je me trompe pas, le génocide rwandais, ils ont eu 1 million de morts. Et on les déplore, bien sûr. Et les Congolais, on a eu 10 millions de morts. Mais on n'arrive pas encore à se faire nommer comme un pays qui subit un génocide. Et on continue à le subir chaque jour. Et puis, depuis le mois de janvier, quelques jours après mon anniversaire, malheureusement, la violence a repris et là, on vit une atrocité où ces groupes armés, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, bien sûr financés par les finances qui viennent de l'Europe et bien sûr des finances qui viennent d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre et Israël, ont pris des territoires de plus en plus. Ça fait quelques années, quelques temps, et puis là, ils ont carrément pris Goma. Et là, ça devient un choc parce qu'en fait, ils sont arrivés à une étape importante de leur plan. Leur plan, c'est balkaniser notre pays, en faire un Congo de l'Est, un Congo X, un Congo Y, peu importe. Ils veulent se séparer, toujours pour mieux régner, bien sûr pour repeupler avec leur population à eux, et ensuite, bien sûr, profiter des richesses qu'il y a sur la terre Congo, notre terre que Dieu nous a donnée, mais eux, les humains, voudraient découper et changer les choses. Alors comme vous avez dit, en janvier dernier, il y a eu une resurgence des tensions au Nord Kivu. Vous étiez en République démocratique du Congo à ce moment-là. Comment vous avez vu la chose arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Écoutez, on a été un peu surpris. On nous disait que voilà, les groupes armés terroristes du M23 commencent à encercler la ville de Goma. Ils ont pris certains territoires, Minova, Sake. Et l'année passée, moi-même, j'étais à Sake quand il y a eu des bombardements parce qu'ils avaient bombardé un camp de déplacés. Et avec ma structure, on avait créé un groupe qui s'appelait SOS RTC, qui a pour objectif de réunir des associations d'ici et du monde entier pour venir en aide justement aux populations congolaises, notamment les déplacés de guerre, etc. Donc là, quand on m'a dit ça, on m'a appelé, on m'a dit, Do, ici à Saké, ça devient très très chaud, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je me dis, ok, mais ils vont quand même pas oser prendre Goma. Ils vont mettre la pression, parce que ça avait aussi vu que il y a un mois ou deux, l'ancien président des États-Unis, le vieux Biden, était venu en Angola négocier un chemin de fer qui avait pour objectif de se faire sortir les ressources du Congo, mais plus par les pays comme l'Ouganda et le Rwanda, mais par l'Angola. Et tout ça, ça fait paniquer, je pense, le président Kagame. Et il s'est dit que, oula, les choses changent. Le nouveau président des États-Unis, ils n'ont pas encore un accord très clair avec lui. Donc, il a voulu montrer qui il était dans la région des Grands Lacs. Donc, pour ça, il fallait qu'il fasse un coup de force. Et pour lui, dans sa stratégie à lui et de ses alliés, il a pensé que c'était bon de montrer que c'est un homme fort et par la violence et par le terrorisme, il montre que c'est un acteur important et qu'on doit négocier avec lui pour négocier les richesses du Congo. Donc c'est un peu ça le drame. Le Rwanda est le premier exportateur de minerais qui n'a pas sur son territoire.
Donc tout le monde sait c'est quoi le coltan, le cobalt. Bah lui, ce Rwanda, ce Monsieur Paul Kagame, ce criminel de guerre, est le premier exploitateur de minerais qu'il n'a pas dans son pays. Donc essayez de comprendre ça, essayez de me l'expliquer. Et bien sûr, sur la couverture de beaucoup de multinationales, bien sûr, qui financent derrière pour leur intérêt, et aussi dans le silence des eurodéputés et bien sûr des gens des Nations Unies. Peu de gens le disent. On voit souvent des guerres. Les guerres sont très médiatisées, notamment la guerre d'Ukraine et Russie. Mais chez nous, ça fait plus de 30 ans que ça dure. Mais qui en parle réellement? En parlant des autorités, notamment européennes, dernièrement, il y a eu une décision du Parlement qui suspendait ou bien qui a arrêté, on va dire, le transit de ressources naturelles du Congo vers le Rwanda pour aller en Union européenne. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est une avancée? Parce que c'est pas encore passé à la Commission, mais est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est une posture? Parce que ce que vous dites là, vous dites que les États-Unis cherchent une autre façon d'extraire, enfin d'extirper des richesses du Congo par d'autres moyens, notamment par l'Angola, etc. Est-ce que c'est une façon de dire non à ce qui se passe au Congo, ou c'était une façon de dire on va peut-être changer de partenaire? Moi, clairement, je le vois comme ça. Je pense que le temps de Kagame est bientôt révolu. Monsieur Kagame est en train de tomber et il n'accepte pas sa chute. Comme souvent des grands tyrans n'acceptent jamais de chuter, et il faudra le faire chuter de manière diplomatique. Et si ça va pas, il faudra utiliser les autres moyens, notamment la violence, parce que comme dit un des artistes que j'aime beaucoup, des fois la seule violence la violence est la seule manière d'obtenir la paix. Donc pour libérer le Congo et pour imposer la justice, il faut utiliser tous les moyens possibles. Donc je pense que le régime de Kagame est en train de s'effondrer. Les accords qu'ils ont à gauche à droite sont en train de s'écrouler, pas parce que les autres sont devenus gentils, hein, pas parce que l'Amérique est devenue géniale et que les Européens vont faire carte blanche. Non, parce qu'en fait, tout le monde est au courant maintenant. Parce qu'ils ont vendu médiatiquement que M. Paul Kagame était un génie. La moitié du budget de l'État rwandais ne dépend que de l'aide extérieure, et le reste, et l'autre moitié ne dépend que de tout ce qui pille et vole au détriment des femmes, des enfants et du peuple congolais. Donc il y a rien d'héroïque. Lui qui ose défendre ce prétendre panafricain, donc ça, c'est vraiment se moquer du monde entier. Et quand on lui demande est-ce que l'armée rwandaise se trouve sur le territoire du Congo, de manière très ironique et arrogante, il sourit et il nous dit je ne sais pas, chef de l'armée. Quelle est la réaction des autorités congolaises? Est-ce que vous avez vu ça sur le terrain après cette offensive? Sachant que, par exemple, dernièrement, j'ai interviewé Monsieur Patrick Mbeko qui disait qu'il était un peu normal, par exemple, que des soldats congolais se posent des questions quant au fait de défendre leur pays, sachant qu'ils étaient payés 70 € le mois, il me semble, et qu'il y avait vraiment une inégalité énorme entre ce que gagnent des hommes politiques au Congo et des personnes qui doivent se battre pour leur patrie et peut-être voir mourir pour leur patrie. Ces inégalités justement salariales entre ce que gagnent certaines autorités et ce que gagnent les soldats, pour moi c'est une injustice. Donc il faut tout faire pour rectifier cette inégalité. Mais par contre, les soldats et tout le peuple congolais, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, que ce soit les politiques ou la société civile, aujourd'hui on est en danger. On doit se battre pour l'intégrité de nos territoires. Je sais et je l'assume très bien. Il y a eu des choses qui se passent dans mon pays que j'ai tellement honte et que je suis pas fier du tout. Le régime, pour répondre à votre question, a réagi en retard. Parce que depuis quelques années, on tire des sirènes d'alarme. Avec mon association, j'ai l'occasion d'aller tout le temps à Goma. L'année passée, j'ai fait 4 mois sur place. Donc, je sais qu'est-ce que les gens vivent et les douleurs, et aussi de la distance, en fait, et géographique, mais aussi d'intervention. Les gens de Kinshasa, on dirait, ne prennent pas conscience, en fait, des difficultés que les gens vivent, notamment à Goma et aux alentours. Donc, à un moment donné, les gens se sont abandonnés du gouvernement central, mais je répète bien, mais rien ne peut justifier la trahison de sa nation. Rien du tout. C'est-à-dire que le présent peut changer, hein, et voilà, tout peut changer, mais notre nation ne peut pas la changer. Ça veut dire que même si aujourd'hui, que ce soit les soldats, que ce soit les jeunes, que ce soit les mamans, que ce soit les papas, que ce soit n'importe qui, on doit vraiment s'unir pour justement pour protéger notre intégrité. Ne pas croire que les gens de l'extérieur vont nous amener de la joie et du bonheur. Et surtout, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que des fois,
ce que j'en veux à ma population, c'est qu'on a une mémoire courte. On a déjà vécu ce scénario où des gens venaient aider, soi-disant, le Congo à se libérer d'un président. C'était à l'époque de Mobutu. Encore une fois, l'Ouganda et le Rwanda, voilà, une fois qu'ils ont goûté, quand on goûte au Congo, on a du mal après à s'en séparer, hein. Ils sont rentrés au Congo. Ils ont mis à la tête Monsieur Laurent Désiré Kabila. Lui, je pense que depuis longtemps, il était opposant à Mobutu, donc il croyait vraiment que c'était vraiment pour libérer le Congo. Et quand ils sont rentrés, qu'ils ont pris les territoires, qu'ils ont pris le pouvoir, et que le président Laurent Désiré Kabila leur a demandé, ok, en tout cas un grand merci, maintenant que chaque armée rentre dans son pays, comme ça je vais essayer de reconstruire mon pays, mais ils l'ont dit, attendez, c'est pas le contrat, mon frère. Nous, on n'est pas venu ici juste pour libérer le Congo. Et c'est très naïf, en fait, que des Congolais, même des intellectuels et même la population, parce que on a nos parents, on a nos grands-parents qui sont encore vivants, ils doivent nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Et on revit la même chose. Donc on refait la même musique et cette fois-ci on est conscient. Parce que on sait où ça va nous mener. Ça va nous mener à s'ils vont mettre à la tête de l'armée et de tous les pouvoirs subsidiaires et de tout où il y a des finances, ils vont mettre leurs hommes à eux. Imaginez-vous qu'à l'époque, quand ils sont venus libérer le Congo, ils ont mis à la tête de l'armée, le chef d'état-major était un Rwandais. Imaginez-vous. Donc il a eu le temps, en quelques années, à mettre en place un système pour déstructurer le Congo et le rendre tout à fait dépendant justement du Rwanda et de l'Ouganda, en plaçant des pions, en plaçant des gens à l'armée, en plaçant des gens dans des ministères, en plaçant des gens dans des postes politiques importants, justement pour toujours garder le contrôle. Et regardez les négociations que le M23, leur groupe Pantin veulent négocier, c'est parler avec le gouvernement pour justement intégrer l'armée, mais que dans le côté de l'Est, avoir les postes clés et gouverner en fait les postes de l'Est. C'est clair. Donc les Congolais, on doit être un peu moins naïf, on doit devenir très très courageux et surtout déterminé et se dire que par rapport à certaines valeurs, la liberté n'a pas de prix. Donc et moi je comprends qu'on nous a affamés. Je comprends très bien qu'ils ont mis un système en place que regardez les gens ont faim. Et réellement, c'est du concret. Moi, j'ai vu des tas de déplacés. Il y a plus de 1 million de déplacés au Congo. C'est impossible. Dans le même pays, on vit vraiment des situations catastrophiques. Et nos frères africains, j'aimerais qu'ils soient beaucoup plus entreprenants. Aujourd'hui, on a la participation et on est allié à 100% avec le Burundi. Parce qu'en fait, le sort du Burundi relie le sort du Congo. Si jamais les deux pays terroristes comme l'Ouganda et le Rwanda arrivent à leur fin, le Burundi est en danger. Et ils le savent aussi. Mais il y a l'Afrique du Sud qui aujourd'hui a pris une position très claire où ils envoient maintenant leurs hommes se battre militairement. Et puis il y a l'Angola qui j'aimerais qui s'implique déjà, mais qui pourrait faire beaucoup plus. Et puis on attend de nous des autres pays qui sont à nos frontières une implication. Le Congo-Brazza. Quelle est la position? Des fois, on les entend pas trop parler. On sait que certaines terres ont été achetées par le Rwanda et commencent à y mettre beaucoup de Rwandais. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà à l'est. Ils veulent essayer de faire des coopérations à l'ouest. Voilà, il y a plein de choses qu'on doit réfléchir. Quelle est la participation de nos frères panafricains? Et surtout du monde entier, puisque le Congo est parmi les pays qui ont signé les chartes des Nations Unies. Mais qu'est-ce que les Nations Unies font? Il n'y a pas un autre pays dans le monde entier qui a autant de militaires des casques bleus. On paye, parce que c'est pas gratuit, hein. Quand les casques bleus viennent, croyez-moi, c'est pas gratuit. Mais ils sont là depuis je sais pas combien d'années. Mais l'instabilité est là depuis combien d'années? Et ils n'ont jamais réussi à régler ces conflits. Et puis il y a quelque temps, il y a eu il y a eu des révoltes contre eux, il y a des manifestations, il y a même eu des morts. Donc on a tué des casques bleus et les casques bleus ont tué la population. Donc c'était très très chaud. Il y a eu des résolutions qui demandaient aux casques bleus de partir. Ils avaient un calendrier pour bientôt partir. Ils sont jamais partis. On se demande pourquoi. Mais s'ils restent alors qui nous démontrent que leur présence est vraiment utile à la population. Pour revenir à votre question, pour moi, les autorités ont réagi trop en retard. Je pense qu'ils n'avaient pas calculé à quel niveau on était infiltré. Je pense qu'autour du président de la République, et là je vais quand même oser le dire, autour du président de la République, il n'y a pas toujours des gens qui sont très honnêtes. Les gens sont malhonnêtes, parce qu'ils sont des traîtres, et ils ont juste
prêté, ils ont signé des alliances avec nos ennemis. Et il y a d'autres personnes qui sont pas des traîtres, mais qui sont juste des égoïstes, qui pensent qu'à leur poche. Et justement, parce qu'ils préfèrent faire la fête, acheter des maisons qui coûtent des millions dans les pays africains ou européens, ici en Belgique et en Afrique du Sud, partout. Alors ils se déconcentrent de leur travail. Leur travail, c'est de sécuriser et de travailler pour le développement de notre pays. Ils le font pas. Tout ça nous a fragilisés. Tout ça a rendu la population très hostile envers le pouvoir, et ça a facilité en fait les ennemis à pouvoir chuchoter dans les oreilles des gens qui ont faim, qui sont fatigués, qui n'ont plus d'espoir. Et c'est comme ça qu'on crée en fait de la trahison. C'est comme ça qu'on crée une ambiance propice à ce que les gens puissent trahir leur nation. Et attention les Congolais, ne pas confondre. Il y en a qui ne veulent pas aider le président ou le régime. On en discutera plus tard, mais c'est pas une raison pour trahir sa nation. Parce que le président, comme je dis, les présidents changent. Hein. C'est pas le premier président qu'on a et c'est pas le dernier président qu'on aura. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est trahir sa nation et travailler avec des gens qui viennent de l'extérieur. Même s'ils nous mentent, ils viennent pour nous aider, c'est faux et archi faux. Et on l'a déjà vécu, en fait. Donc c'est vraiment ça c'est le plus gros message que je vais donner aux gens. Soyons conscients, soyons un peu matures et ne tombons pas dans les pièges de la manipulation. J'avais vu des vidéos que vous avez filmées sans doute quand on voyait la population congolaise brûler par exemple des ambassades, l'ambassade française, l'ambassade belge si je dis pas de bêtises. La Belgique a une histoire très liée au Congo. C'était quoi le message derrière ces actions-là? Je me rappelle très bien de ces images parce que j'y étais personnellement et j'étais tellement en colère. Maintenant, il faut pas réagir sur la colère ou sur les émotions, mais des fois, il faut laisser que les choses sortent. Ils ont pas brûlé l'ambassade de la Belgique. Ils ont essayé en tout cas, on a réussi à faire des dégâts auprès de l'ambassade de la France. Par contre, on a pulvérisé l'ambassade du Rwanda. Ça, je l'assume. Et celle de l'Ouganda et d'autres pays qui sont complices. Je vous rappelle encore une fois, n'oubliez jamais l'Angleterre. Très discrète, mais elle a un rôle crucial. C'est, je pense, le partenaire numéro 1 du Rwanda. Donc, ne pas les oublier. Et peut-être que quand je réfléchis, on n'a peut-être pas fait assez là-bas. Voilà. Mais c'est peut-être pas trop tard. Mais bon. Par contre, le message qu'on donnait, c'était, on sait que vous êtes complices. À un moment donné, ne rien dire, c'est être complice, mais surtout, vous savez que la France a donné du matériel justement pour cette invasion du M23 et du Rwanda là à Goma. Donc le message c'est qu'est-ce que la France, il faut choisir ton camp. Voilà. Et là, on parle pas au peuple français parce que le peuple français, je pense pas, est au courant de tout ce que leur président Macron est en train de faire. Mais je suis content de voir que beaucoup de politiques français ont pris une position de dénoncer en fait tous ces accords. Et vous parlez justement de ça. Pas plus tard que hier, j'étais moi-même à Strasbourg, on a manifesté et on a accompagné des politiques européens parce que il faut pas aussi se tromper de guerre. On doit avoir des alliés partout. On doit avoir des alliés partout. Et l'ange à Dieu, on a des alliés même au niveau européen, même au niveau politique. Et certaines commencent à ouvrir leur bouche et commencent à dénoncer les crimes qui se passent au Rwanda. Et ils demandent, plus seulement des condamnés, mais de donner des sanctions claires au Rwanda. Des sanctions diplomatiques, mais aussi des sanctions économiques et militaires. Il faut cesser tous les accords militaires, tous les accords financiers, économiques et de soutien, de coopération. Il faut tout arrêter avec eux pour qu'ils ne pensent pas qu'ils sont au-dessus des lois internationaux. Ça, c'est la première chose. Et puis de deux, l'Europe a donné de l'argent aussi pour armer le Rwanda, soi-disant aller faire la paix dans d'autres pays. Mais comment on peut vérifier que l'argent qu'on leur donne ne sert pas justement à acheter des armes qui vont justement être utilisées pour tuer des civils congolais? Je vous rappelle que M. Paul Kagame est un président qui a été élu à 9,9% des voix. Je crois que c'est un peu rare. Un peu plus que Poutine. Un peu plus que Poutine. Par contre, lui, je crois pas qu'on a fait les mêmes attaques. Donc, c'est ce qu'on dénonce, ces deux poids, deux mesures. On voit cette guerre en Ukraine et en Russie, et on voit la position des Européens, des casques bleus, les millions et les millions et les millions qu'ils investissent, et on voit ce qui se passe au Congo, et tout d'un coup, silence. Investissement zéro, beaucoup de blabla. On va vous négocier. Et puis, le pire, c'est qu'ils forcent le gouvernement. C'est là que je suis choqué. Ils essaient de forcer le gouvernement congolais, le président, à négocier avec le groupe armé, le pantin des Rwandais. Et on veut qu'ils négocient avec eux. Et on sait pourquoi. Pour
Négocier quoi? Pour que on fait la paix, donc devenons un. Donc, ceux qu'ils ont tués, rentrez dans l'armée, reprenez des postes et c'est reparti pour 30 ans, 50 ans, rebelote. Donc, ça va fragiliser notre pays, ça va le permettre de bien balkaniser, de bien profiter, voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On doit avoir des alliés dans le monde entier et louange à Dieu, beaucoup de gens, et je suis hyper content sur les réseaux, je vois des gens de tous les pays d'Afrique qui réagissent et qui, au nom du panafricanisme, au nom de la justice et au nom de la paix, dénoncent le président rwandais. On n'a rien contre le peuple rwandais, mais en tout cas le régime de Kagame, on ne peut pas le soutenir à part si on n'a pas de cœur et si nous-mêmes on est des criminels. Et puis comme la France, il faut convaincre le président français de gré de force de cesser tout accord avec le régime de Kagame. L'Allemagne est en train de négocier. L'Allemagne a coupé quelques accords de diplomatie et de coopération. C'est déjà un grand pas. L'Allemagne en Europe, elle est non négligeable, mais il faudrait aller dans tous les autres pays, continuer à faire ce lobbying justement politique. Mais nous aussi, la diaspora, on a un rôle à jouer. Nous aussi, la société civile, on a un rôle à jouer. La population congolaise du Congo a aussi son rôle à jouer de réflexion, de résistance. C'est ça la résistance. On est arrivé à un moment donné où le peuple congolais doit montrer qu'il est un peuple de résistants. On ne peut pas travailler avec les traîtres de la nation, mais on ne doit pas accepter les défaillances et les faiblesses et la nuisance du gouvernement. Donc, moi, je propose aux gens une alternative. C'est pas soit on attaque les envahisseurs, Nanda, le M23 et le Rwanda, ou soit on doit faire allégeance au chef de l'État. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a une troisième voie. Je crois que c'est la voie de la majorité. Aujourd'hui, il faut s'unir pour la justice et l'équilibre de notre pays. Soutenons toutes les puissances qui peuvent appuyer et donner au Congo l'intégrité de son pays. Donc, pour le moment, on ne doit pas commencer à faire des guerres internes. Et c'est là que je pousse à tous les intellectuels et tous les opposants d'arrêter les blablas et soutenons-nous les uns et les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas pointer du doigt des défaillances et c'est même plus que des défaillances, les grosses erreurs. Et après, chacun, on fera le nettoyage et chacun devra assumer ses responsabilités. Mais actuellement, l'urgence, c'est euh, un seul pays, une seule nation, une seule guerre, donc un seul camp. Vous savez, chez nous, il y a une guerre qui est très peu connue, ça s'appelle la guerre des 6 jours qui s'est passée à Kisangani. Kisangani, c'est une ville extraordinaire, remplie de richesses. Et là-bas, il y a eu tellement de morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Les envahisseurs ougandais, les envahisseurs rwandais se sont partagés le gâteau, mais sur Kisangani, ils n'étaient pas d'accord. Donc du coup, ils ont mené une guerre. Ils sont combattus au Congo. Donc à Kisangani, l'armée rwandaise a affronté l'armée ougandaise et ils se sont entretués. Quelles sont les victimes? Ben, les Congolais, bien sûr. Vous voyez? Où sont les condamnations? L'Ouganda a reconnu et a payé une partie justement de la condamnation, et le Rwanda, comme d'habitude, nie les faits, bien sûr. Non, 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 non. Donc l'Ouganda s'est battu tout seul contre des fantômes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ce qu'on a rajouté aujourd'hui, c'est que le peuple congolais a l'occasion justement et ce que moi j'aimerais vivre de mon vivant, c'est de montrer que le peuple congolais est un peuple aussi de résistance. On doit maintenant aussi, avec la résistance, avoir de la conscience. Et puis par rapport à ça, il faut aussi avoir du courage et on a besoin aussi d'avoir des alliés au Congo, mais aussi dans les pays frontaliers, aussi dans l'Afrique, mais aussi dans le monde entier. Et je suis content de voir qu'il y a pas mal de solidarité et que grâce à votre solidarité, on est en train de retirer le masque de Kagame, en train de montrer au monde entier que Kagame est un criminel de guerre. Et derrière Kagame, il y a d'autres personnes. Donc on essaie aussi de dire aux autres personnes d'arrêter de soutenir Kagame et que eux aussi changent leur stratégie d'exploiter les richesses. Tout le monde a un intérêt à faire de l'économie et du business, mais faisons-le avec des règles qui fassent que tout le monde se respecte. Et puis ensuite, j'ai aussi un message à donner à la diaspora. Je pense à être un des leaders de la diaspora et je demande à ma diaspora d'être organisée, structurée et surtout de plus rester dans nos propres conflits individuels. La guerre, c'est très très loin pour ceux qui ne vont jamais en Afrique. Donc du coup, c'est pas un jeu, c'est pas un buzz, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que voilà, c'est la période du moment. À un moment donné, il faut avoir le courage aussi de prendre des positions claires. Effectivement, on vit dans un confort ici, mais il y a d'autres gens qui risquent leur vie. Donc, de loin, donner des ordres aux gens, allez se manifester, allez casser, allez brûler, allez faire la guerre, faites ceci, faites cela. Il faudra aussi qu'on se remette en question et regardons comment nous, dans les sports, on est organisé. On peut et on doit
on doit reprocher au gouvernement congolais en fait de pas être structuré et de pas faire le travail euh, qu'il a qu'il a pour mission de faire. Mais on peut aussi se poser la question, ok, mais nous, la diaspora, est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on est structuré, organisé? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la diaspora? Est-ce que, exemple, pour l'aide humanitaire, on fait notre appui humanitaire qu'on fait? Est-ce qu'on fait les récoltes de financement? Est-ce que nous-mêmes, on participe au développement et à la reconstruction de notre pays, comme d'autres diasporas font de leur pays, et on peut se comparer. Et alors là, on devra se dire que, au lieu de juger les autres, commençons d'abord à être nous exemplaires et ensuite notre jugement sera beaucoup plus respectable. J'ai un message à notre gouvernement. Aujourd'hui, si je peux m'adresser au chef de l'État, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans certaines occasions. Aujourd'hui, il a l'occasion de montrer qu'il peut dépasser l'état d'un chef d'État simple et devenir quelqu'un qui rentrera dans l'histoire. Là, il est en train d'écrire l'histoire de notre pays. C'est lui qui décide. C'est lui qui peut signer les contrats. C'est lui qui peut, exemple, décider de changer de partenaire et aller vers des partenaires qui, eux, au moins, feront leur boulot. Et aujourd'hui, le président a l'occasion aussi de nettoyer chez lui à la maison et dans son entourage. Je pense que moi, le président n'a pas un mauvais fond, mais il a dû faire des alliances avec des personnes qui aujourd'hui l'ont montré que ce sont des mauvaises alliances. Si le président veut, il peut aujourd'hui faire un pas, mettre une tenue militaire, dire j'assume qu'on est en guerre et moi aussi, parce il est la cible. Je sais que les gens ne savent pas, mais nos ennemis ont pour objectif de tuer ou politiquement, ou militairement, ou physiquement notre président. Et aujourd'hui, il doit pas attendre la mort. Il doit l'affronter avec beaucoup de courage. Et s'il prend cette position-là, il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à le soutenir. Il doit prendre une position très ferme et être courageux, même s'il est très mal entouré. L'action qu'il va faire peut remettre l'énergie. En tant que leader, et il est un leader, il peut maintenant faire en sorte que les gens vont le suivre ou pas. Il est au moment clé de son avenir. L'histoire est en train de s'écrire. Et qu'est-ce qu'on va écrire à côté du nom de Monsieur Antoine Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'on va écrire à côté? Tout dépend de lui. Et j'aimerais vraiment qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire, qu'il surprenne tous les détracteurs et qu'aujourd'hui, qui dépasse le seuil d'un simple humain et qui deviennent maintenant comme l'ont fait d'autres présidents de certains pays très courageux. Et je sais qu'il risque sa vie, mais il est le président, il doit assumer cette responsabilité, il doit faire du nettoyage autour de lui. Ce qu'on le reproche le plus, c'est d'avoir le courage de condamner, de juger les gens qui sont autour de lui, qui font le mal. C'est à cause de eux que lui est mal vu. Il doit vraiment, en tant que leader, et moi je suis un leader à mon niveau, lui il est un leader à son niveau, mais on passe tous par ces étapes-là. Si on est trahi par nos amis, que ce soit par la méchanceté ou par leurs actions néfastes, il ne peut pas tolérer. Il doit se détacher de tous les gens qui font que, à cause de leurs actions à eux, lui est mal perçu. Donc, j'appelle encore au présent à être vigilant, à être exemplaire, enfin mettre sa tenue militaire. Il faut le mettre, c'est le temps. Et quand lui la mettra, on va tous la mettre. Mais il doit nous donner l'impulsion. Sinon, d'autres gens le feront et on le fera sans lui. Et là, il y aura un risque et il va créer encore une séparation avec les Congolais du Congo. Parce que nous, moi et beaucoup de gens, on lâchera jamais le pays. On est prêt à mourir pour ce pays. La patrie ou la mort, c'est pas seulement un slogan. Pour les gens qui me connaissent, je pense qu'ils savent si je dis des paroles en l'air ou pas. On a besoin que le président nous dise que il est avec nous. Ça veut dire qu'il est prêt aussi à mourir pour l'intégrité de notre pays. Et pour ça, il faudra chasser les gens qui sont même autour de nous. Parce que le Congo a plus de valeur que ses amis ou sa famille. Merci beaucoup. Merci.